de personnalité est un concept central en psychologie, mais il l'est également dans notre vie de tous les jours. Nous avons tous déjà dit qu'un tel a une forte personnalité, ou encore qu'un autre a une personnalité extravertie, voire exubérante, ou même que certains manquent de personnalité. Nous n'hésitons pas à utiliser régulièrement ce concept pour décrire les autres personnes. Historiquement, personnalité vient du mot latin persona. Persona désigne le masque de théâtre qu'un acteur portait pour exprimer différentes émotions et attitudes dans l'Antiquité. Selon cette conception, la personnalité est une image sociale assez superficielle que les individus adoptent en jouant des rôles. Nous allons voir que de nos jours, la personnalité est bien entendu beaucoup plus complexe qu'un simple jeu de rôle, puisqu'entre autres, elle caractérise la façon dont une personne se comporte habituellement. On appelle personnalité la structure organisée, stable dans le temps et cohérente dans le rapport au monde qu'a un individu. Selon Allport, la personnalité est une entité unique qui traduit la façon dont une personne pense, dont une personne réfléchit, agit et se comporte dans différentes situations. Mais de quoi est faite cette entité? Quelles sont les variables impliquées? Que sait-on des déterminants de la personnalité? 3 types de déterminants. Les déterminants biologiques d'abord. On va chercher là l'influence physique et physiologique sur la personnalité. Ensuite, les déterminants génétiques. On cherchera ici l'influence des gènes et de l'hérédité. Et en dernier, les déterminants environnementaux. Nous regarderons là l'influence des milieux partagés et non partagés par les membres d'une même famille. Alors, concernant les premiers déterminants, c'est-à-dire les déterminants biologiques, on peut par exemple se poser la question suivante. Quel est le lien entre notre physique et notre personnalité? Est-ce que le physique crée la personnalité ou est-ce qu'une personne se comporte d'après les stéréotypes appliqués à son physique par la pression sociale? Autrement dit, est-ce qu'un petit gros est plutôt joyeux, relax et profite de la vie parce qu'il est ainsi programmé par sa morphologie, ou au contraire, a-t-il ces caractéristiques parce qu'il sait que d'habitude, les petits gros se comportent comme cela et il répond ainsi à une pression sociale? Évidemment, l'exemple vaut aussi pour les gros maigres, qui eux sont supposés être acerbes, désagréables, rigides, voire psychorigides. Alors, la réponse est non. Aucune étude n'a été convaincante sur le lien entre physique et personnalité. Et indépendamment des faiblesses théoriques, vous voyez bien que la variété des physiques rend quasiment impossible cette démarche d'analyse. En ce qui concerne les variables physiologiques, là, il a été montré qu'elles jouent un rôle indirect sur nos conduites. On pense par exemple aux hormones sexuelles. On pense aussi à différents neurotransmetteurs. Mais là encore, rien de véritablement déterminant ni scientifiquement démontré. Venons-en aux déterminants génétiques. En 1976, Lolin et Nichols ont mené une importante étude et sont arrivés à 2 grandes conclusions qui sont toujours d'actualité. La première conclusion, c'est quoi? C'est que tous les traits de personnalité sont modérément héritables. La participation de facteurs génétiques à la personnalité ne fait plus de doute aujourd'hui. En revanche, nous sommes moins avancés concernant l'identification des gènes qui sont impliqués. Deuxième conclusion, le milieu qui influence le plus la personnalité n'est pas l'environnement commun aux différents enfants d'une même famille, mais celui qui n'est pas partagé. Les influences environnementales prégnantes ne sont donc pas partagées par les membres d'une même famille. Autrement dit,
ce qui vous différencie de vos frères et vos sœurs est précisément dû aux expériences uniques réalisées dans un environnement non partagé. Ceci d'ailleurs nous amène au dernier déterminant, les déterminants environnementaux. On parle de l'inné de l'acquis. Pour ainsi dire, nous avons des prédispositions génétiques à nous comporter d'une certaine manière et en conséquence à privilégier un certain type d'environnement dans lequel nous pourrons nous comporter de la sorte que nous voulons. Nous recherchons donc les environnements où nos préférences naturelles peuvent se développer et s'exprimer. Nous créons donc nos propres expériences en partie pour des raisons génétiques. Par exemple, d'après le modèle biosocial de Cloninger, certains individus sont prédisposés à rechercher la nouveauté, d'autres sont plutôt prédisposés à éviter le danger. Il est donc évident que ces deux types d'individus vont évoluer ou chercher à évoluer dans deux environnements extrêmement différents. Pour finir, très schématiquement, on pense actuellement que 40% des différences individuelles qui touchent à la personnalité sont dues aux facteurs génétiques et que 60% sont dus au milieu non partagé. Alors maintenant que nous connaissons les grands déterminants de la personnalité, il nous reste à savoir comment ils interagissent entre eux et quel est leur rôle. Alors commençons d'abord par ceux qui semblent aujourd'hui admis globalement. Tout d'abord, la personnalité est considérée donc comme une structure stable qui possède un mode de fonctionnement régulier qui permet de prévoir à peu près les attitudes et les comportements d'un individu. C'est-à-dire que la personnalité qui se forge dès l'enfance et continue à se développer jusqu'à l'âge adulte ne fluctue guère, sauf bien entendu événements particulièrement stressants ou traumatisants. Là, ces événements peuvent effectivement affecter l'équilibre d'un individu. Il existe évidemment plusieurs définitions de la personnalité issues des différentes théories de la personnalité. Aujourd'hui, je vais vous en proposer 3. Une première approche de la personnalité est celle de la psychanalyse. Cette perspective est unique car elle est représentée par une seule personne, Freud. Pour lui, la personnalité est un ensemble dynamique constitué par des composantes sans cesse en bataille. Elle est dominée par des forces inconscientes et évidemment, la sexualité y a une part importante. Pour la psychanalyse, la personnalité est constituée par un ensemble de forces internes, concurrentes et perpétuellement en conflit. La structuration de la personnalité repose là sur 3 instances. Le ça, siège des pulsions, le surmoi, instance morale des interdits et des prescriptions, et le moi, siège de la régulation plus ou moins consciente du ça et du surmoi. Elle est la même pour chaque individu. Là, la personnalité résulte de la lutte de ces 3 composantes. Ce qui change d'un individu à l'autre, c'est l'équilibre que chacun va trouver entre les 3 composantes et la réalité. Les différences de personnalité vont se remarquer par l'utilisation de mécanismes de défense propres et privilégiés par chacun pour faire face aux situations récurrentes qu'il rencontre. Une autre théorie est celle des behavioristes, dont là, les pères fondateurs sont Watson et Pavlov. On se situe au début du XXe siècle à peu près. Pour eux, la personnalité est issue d'un apprentissage par expérience. La personnalité est l'ensemble des comportements observables. Nous sommes ce que nous faisons. La personnalité correspond à une organisation spécifique des comportements d'un individu dans les situations qu'il vit. Les behavioristes radicaux, d'ailleurs, n'accorderont aucune importance
à la conscience et aux processus mentaux. Ils se concentreront sur ce qui peut être observé objectivement, c'est-à-dire le comportement humain dans son environnement. C'est l'environnement et les expériences, c'est-à-dire ce qui est appris, qui déterminent le comportement de la personne. Pour eux, les phénomènes mentaux sont des corrélats des comportements et non des déterminants. A l'inverse, pour les théories cognitives de la personnalité, nous interprétons différemment les événements selon nos représentations mentales cette fois-ci. Selon Kelly, nous agissons tel un scientifique intuitif pour comprendre, anticiper et contrôler notre environnement. Et c'est notre vision personnelle qui va déterminer comment nous nous comportons et non pas la situation. L'approche cognitive met l'accent sur le raisonnement et le traitement mental de l'information. Le traitement de l'information est l'ensemble des processus mentaux par lesquels un individu acquiert, emmagasine et convertit l'information. Alors, les comportements là sont déterminés par les représentations mentales de soi, des autres et de l'environnement. Ça me fait penser à une phrase de Proust dans La recherche du temps perdu qui dit « Notre personnalité sociale est une création de la pensée des autres ». Pour autant, même si c'est un processus interne, les cognitivistes considèrent quand même qu'il est fortement influencé par l'extérieur, notamment par les relations sociales. Nous voyons bien les différences entre ces trois approches de la personnalité. Pour la première, il s'agit donc d'un mécanisme de régulation entre le moi, nos pulsions internes, et les contraintes externes. Pour la seconde, la personnalité correspond à nos réponses comportementales. Et la dernière considère que la personnalité repose sur nos représentations mentales. En somme, la personnalité est un ensemble complexe et structuré des dispositions innées et des dispositions acquises sous l'influence de plusieurs facteurs. Pour résumer, la personnalité est une unité intégrative, est une structure stable possédant une certaine constance, est une structure autonome et dynamique qui fait de chaque individu un sujet unique. La personnalité assure aussi plusieurs fonctions qui nous permettent de sentir, de percevoir, de penser, d'agir. Le développement de la personnalité, quant à lui, serait achevé à la fin de l'adolescence et au plus tard à la trentaine. De son harmonie dépendra en fait l'équilibre du sujet à l'âge adulte et la réalisation de son rôle social. La plupart des théories insistent sur le développement de la personnalité tout au long de la vie par étapes successives qui nécessitent en fait en permanence un travail de maturation, d'ajustement, de réorganisation. Et des difficultés survenues au cours de ce développement seront à l'origine de traits de personnalité dysfonctionnels, voire d'une véritable pathologie de la personnalité, marquée par exemple par un sentiment d'insatisfaction durable, par des difficultés de fonctionnement, notamment dans le registre des relations, qu'elles soient amicales, sociales, affectives ou professionnelles. Alors, faisons maintenant un focus sur les typologies de la personnalité. Pour nous aider à appréhender notre personnalité comme celle d'autrui, des typologies ont été créées. Elles sont la base des tests de personnalité. Ces typologies de personnalité permettent d'obtenir des représentations, de pouvoir prévoir encore une fois et anticiper le comportement de chaque type dans certaines situations. Cela a évidemment pour vertu de pouvoir ajuster notre comportement à celui d'autrui pour une meilleure interaction et collaboration. Après plusieurs années de discussion, un grand nombre de psychologues se sont mis d'accord sur 5 dimensions majeures de la personnalité.
C'est le modèle des 5 facteurs bipolaires connus sous l'appellation des Big Five. Ces 5 dimensions de la personnalité sont utilisées dans la plupart aujourd'hui des études psychométriques. Ces dimensions permettent d'interpréter les différences individuelles de la personnalité en jouant sur les variations de ces 5 attributs. Alors, la première dimension est la stabilité émotionnelle. Cette dimension bipolaire a d'un côté la stabilité émotionnelle et de l'autre le névrosisme. Cette dimension nous renseigne sur les modalités de réponse au stress, sur la gestion de l'agressivité, sur le contrôle de l'anxiété. Effectivement, face au danger, certains restent très flegmatiques et d'autres réagissent avec excès. Le névrosisme, quand il est fort, c'est la tendance à toujours éprouver des émotions négatives comme la tristesse, l'anxiété, la nervosité et la tension. La deuxième dimension est celle de l'extraversion, à son opposé l'introversion. Nous sommes le siège de 2 impulsions contradictoires, aller vers les autres et nous en éloigner pour développer notre autonomie. Selon les travaux de Jung, pour les personnes les plus spontanées, c'est-à-dire les extravertis, ils sont tournés vers les autres et vers la vie de groupe avant toute chose. C'est le monde extérieur qui apporte les expériences les plus essentielles à leur équilibre. Les introvertis, quant à eux, sont tournés vers leur monde intérieur. Ils préfèrent, quant à eux, l'univers de la réflexion, des ambiances intimes et un cercle plus limité d'interlocuteurs. La troisième dimension est celle de l'ouverture d'esprit. La découverte du monde dès l'enfance est pour chacun de nous une nécessité et généralement un plaisir. Certains s'y lancent intensément, stimulés par leurs impulsions créatrices et leur envie d'aventure. Ils manifestent des attitudes d'ouverture vis-à-vis des autres, quels qu'ils soient, et vis-à-vis du monde en général. D'autres préfèrent le familier, la tradition et les valeurs conservatrices. Quatrième dimension, l'agréabilité. L'agréabilité, elle transparaît dans notre désir, plus ou moins fort, toujours, de coopération et d'harmonie sociale. Nous sommes là tiraillés toute notre vie durant entre des phénomènes de coopération et d'autres de compétition. Certains font confiance à autrui et attirent souvent en retour la sympathie de leur entourage. Ils ont tendance à être compatissants, coopératifs. Ils donnent de l'importance à la cohésion avec autrui et se montrent plutôt amicaux, serviables, généreux. Prêts d'ailleurs même à transiger pour concilier leurs intérêts avec ceux des autres. Les personnes agréables ont aussi une vision plutôt optimiste de la nature humaine. Par contre, d'autres envisagent le monde comme une jungle. Les individus non agréables mettent leur intérêt personnel avant la cohésion avec autrui. Ils sont généralement moins soucieux du bien-être des autres et de ce fait moins enclins à faire un effort pour eux. Parfois sceptiques, voire inamicaux, ils sont pour autant avantagés dans certaines situations, celles qui requièrent par exemple des décisions difficiles, dures, envers les autres bien sûr, ou absolument objectives. Dernière dimension, et 5e dimension, la conscienciosité ou la conscience. Elle mesure nos tendances à l'effort. C'est notre préférence plus ou moins forte pour l'autodiscipline, le respect des obligations. C'est notre persévérance et volonté d'achever une tâche et atteindre des buts. C'est la capacité à résister aux impulsions, à différer les gratifications au profit de la réalisation de la tâche. La combinaison de ces 5 facteurs donnera un type de personnalité. Chaque dimension étant associée à plusieurs sous-dimensions qui spécifient, elles, les traits de personnalité. Mais seules les fortes personnalités font ce qu'elles disent et disent ce qu'elles font en toutes circonstances, au risque d'affronter d'ailleurs les tensions qu'elles ne manquent pas de trouver, ou même de susciter l'agacement, la colère, la jalousie de leurs interlocuteurs. Quant aux personnes quand même moins affirmées,
elles seront tiraillées par leurs contradictions entre attitudes et comportements et se trouveront souvent en état de dissonance, générant des tensions internes face à cet état incohérent entre leurs pensées et leurs actions. En définitive, c'est quand les individus peuvent choisir librement leur mode d'action, c'est-à-dire lorsque les contraintes qui pèsent sur eux se présentent comme minimales, que leur personnalité aura la meilleure chance de se révéler. En revanche, sous une contrainte externe importante, l'expression de la personnalité se trouve entravée et perd évidemment de sa force et de sa distinction. Si pression et circonstances nous obligent à agir de manière identique à ceux qui sont autour de nous, notre personnalité s'exprimera moins par nos actions elles-mêmes que par le style qu'elle parviendra à leur conférer. C'est ainsi que nous retrouverons d'ailleurs plusieurs styles managériaux dans une même entreprise. On va trouver le style autocratique, paternaliste, participatif, laisser-faire dans une même entreprise. Chaque style étant à la fois l'expression de la personnalité et la réponse possible à la pression plus ou moins forte de la culture d'entreprise. Cela signifie aussi que chaque collaborateur est unique et peut réagir ou non de la même manière que les autres face aux contraintes, aux difficultés, aux éloges, aux critiques, etc. En définitive, essayer de comprendre la personnalité d'un individu, c'est donc essayer de comprendre ce que celui-ci possède en commun avec d'autres et ce qui l'en différencie. D'où l'émergence d'ailleurs des théories cette fois du management différencié. L'entreprise a bien une influence sur le développement satisfaisant ou non de notre personnalité et de notre identité. En guise de conclusion, l'homme est un système complexe où la personnalité, l'identité, les attitudes et comportements sont en permanence en interaction avec l'environnement et la représentation dont nous nous en faisons. Aujourd'hui, il est possible d'appréhender relativement finement notre propre personnalité comme celle des autres. Cela donne accès à la connaissance de soi, à une meilleure compréhension des modes de fonctionnement d'autrui et certainement à des relations interpersonnelles améliorées. Cette démarche d'exploration de soi se situe au cœur de l'intelligence relationnelle. Je vous remercie pour votre attention. Place au débat.